Bienvenue sur Télésud, bienvenue surtout dans ce journal des correspondants. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur les temps forts de l'actualité sur le continent. Tout au long de cette semaine sur Télésud, il a été question de politique, des faits de société ou encore d'économie. Premières escales, le Tchad, le Cameroun, le Burkina Faso ou encore le Togo. On parle des combats quotidiens des hommes et des femmes qui font avancer l'Afrique par leurs initiatives. Avec l'avènement de la crise sanitaire liée au coronavirus, les salles de spectacle, de théâtre et les espaces culturels au Togo font partie des premières structures les plus durement touchées. La plupart ont dû fermer leurs portes, à l'image de la Maison Gabité. Ce centre culturel de ressources de formation et d'information autour du patrimoine oral a même failli mettre définitivement la clé sous la porte en raison de certaines charges qui devenaient de plus en plus lourdes. Nous avons épuisé tout ce que nous avons dans les caisses pour assurer les charges fixes. La maison est baillée, j'ai un personnel à payer et tout ce que nous avons comme économie est passé par là. C'est l'histoire d'un cheval. Plus de formation, plus de spectacles, les comédiens de la Maison Gabité se sont retrouvés au chômage technique. Cependant, ils se retrouvent par moments pour s'entraîner. Il finit de faire sa promenade et il arrive au bord d'un fleuve. Cet après-midi, la troupe a reçu la visite surprise du directeur de la culture, venu leur apporter son soutien moral. Il y a un grand manque à gagner pour la maison, parce qu'auparavant, il y avait des résidents de création ici. Les artistes venaient résider ici pour faire des créations. Les artistes venaient faire des représentations par ici. Tout ça là s'est arrêté et j'imagine les difficultés que traversent les gestionnaires de ce centre maintenant. Respect de la distanciation sociale, interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes, les salles de spectacle et les espaces culturels togolais ont du mal à reprendre les activités dans le respect des dites mesures. Une situation compliquée aussi bien pour les promoteurs culturels que les artistes. Les salles sont fermées, il y a interdiction de regroupement de personnes, donc ça a porté un coup dur à notre pratique. Nous espérons que des mesures seront prises pour accompagner les artistes dans ces moments difficiles parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment une mesure visant à venir en aide aux artistes. L'une des rares structures du secteur de la culture au Togo a trouvé une réponse à une crise sans précédent est l'Institut français de Lomé. Cet institut a dû revoir son mode de fonctionnement pendant le confinement en proposant des spectacles via Facebook Live aux spectateurs. Et depuis le dit confinement, le centre a réouvert ses portes au public, mais dans le respect strict des mesures barrières. D'abord, nous sommes passés en télétravail et ensuite nous avons commencé par proposer du contenu culturel dans un format numérique. Donc nous avons fait beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews, beaucoup de Facebook Live, beaucoup d'initiatives que nous avons soutenues d'une façon numérique. Alors que le Togo vient de proroger de 6 mois l'état d'urgence sanitaire, il y a lieu de s'interroger sur l'avenir de la culture au Togo. Après ce long moment de paralysie, comment le secteur va-t-il se remettre en marche ? Viviane Tati et ses collaboratrices n'ont plus de répit depuis qu'elles ont créé l'association Sourire de Femmes. Ces jeunes Camerounaises se sont assignées pour mission principale de lutter contre toute forme de violence faite aux femmes, puisqu'elles en sont des survivantes. La violence, c'est quelque chose qui vous poursuit toute la vie. Et nous le disons parce que nous-mêmes, dans notre association, nous sommes principalement des survivantes de violence. Et parce que nous avons lutté pour pouvoir nous en sortir de ce cycle d'autodestruction qu'entraîne la violence que l'on subit. Avec leurs maigres ressources, elles viennent en aide à ces femmes victimes de violences conjugales. Une mission périlleuse puisqu'en plus des menaces des époux des victimes, elles font face à la résignation de celles-ci, lesquelles refusent souvent de porter plainte contre leur bourreau. Ma mère qui est victime de violences conjugales, physiques du père en question a peur de dénoncer et on considère que non. Si ce n'est pas la mère, l'oncle qui dénonce, alors personne ne peut le faire, alors que tous les voisins autour sont au courant. Ils veulent faire quelque chose, on a les mains bloquées. Les victimes ne voient pas l'importance de sortir de ce déni parce qu'elles se disent que
Oui, je vais le faire. Maintenant, tu partais porter plainte et qu'on ne lui fait rien. C'est toujours moi qui vais subir. Vous allez rentrer chez vous. Cette résignation contribue malheureusement à accentuer le phénomène. Car selon un rapport des Nations Unies, 54,54% des femmes camerounaises sont victimes au quotidien de violences physiques. À cela s'ajoute le viol. Cette jeune femme que nous appellerons ici Mirabel a vécu l'enfer. Elle a tenté en vain de se donner la mort après avoir été abusée par un de ses pasteurs. Bref, quand il l'avait eu ancré dans mon corps, vous voyez, non, là, je sentais une douleur bizarre. Je pense bien qu'il m'était évanoui. Et quand je me réveille, quand je reviens dans moi, il n'y avait plus quelqu'un dans la salle. J'avais mis une corde au niveau de mon cou, dans la douche. Je m'en souviens. C'est là, ce jour-là, apparemment, je m'étais réveillée à l'hôpital. L'État camerounais, malgré l'ampleur du phénomène, a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux et régionaux. Par ailleurs, la législation interne s'efforce dans une large mesure d'intégrer le principe d'égalité et de non-discrimination pour ce qui est de la reconnaissance et de l'exercice des droits des femmes camerounaises. Nous sommes au CEG Gaoué, communément appelé CES Transition, qui accueille en son sein plus de 1500 élèves. Depuis quelques semaines, l'école est occupée par les sinistrés du 5e arrondissement communal. Dans une salle de classe, on retrouve plus de 50 personnes. La cohabitation n'est pas sans conséquence sur le quotidien de ces familles, selon ce délégué. Ici, dans cette maison, on est à peu près 900, donc 980, donc à peu près 1000. Cette salle, on est 23 familles. Oui. Moi, je suis avec la famille, les femmes de mon grand frère, comme moi, je ne suis pas marié. Bon, comme vous le savez, on le dit en langue, venez vous asseoir, venez, on va essayer de discuter. Donc, ce n'est pas tellement du tout facile. Parce que c'est quelqu'un, il est venu par là, quelqu'un est venu par là, donc vous ne vous connaissez pas, donc c'est... Dans ce laps de temps, vous allez vous connaître, donc ce n'est pas facile, vraiment. Mais on s'adapte, Inch'Allah, monsieur. Plus de 2 semaines sont passées après l'annonce par les autorités des mesures d'urgence, notamment l'appui alimentaire d'urgence à tous les ménages sinistrés, le transfert monétaire de 15 000 francs par ménage par mois pendant 3 mois, au profit de 100 000 ménages à Niamey et 300 000 ménages à l'intérieur du pays. À la date d'aujourd'hui, seules les bonnes volontés se manifestent au profit de ces sinistrés à travers diverses donations. La seconde fois depuis les inondations d'août 2020 que l'ONG Arafat Khairia est en train d'intervenir au niveau du 5e arrondissement. C'est le lieu ici, au nom de toutes les populations du 5e arrondissement, de les remercier du fond de cœur, car ils sont les premiers à venir nous soutenir et ils continuent encore à soutenir notre population. Nous prions Dieu le Tout-Puissant pour qu'il les récompense et nous demandons aux autres structures organisées de leur emboîter le pas, car nous sommes dans une situation très délicate avec la poursuite de l'inondation au niveau du 5e arrondissement. Nous prions Dieu pour qu'il apaise les tensions des gens, des uns et des autres. Et nous demandons une fois à la population d'être très vigilante parce que vous avez constaté le niveau d'eau est toujours stable. Ça veut dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas pu circonscrire les dégâts qui sont en train d'être causés par les inondations. Donc, les différents sites pouvant accueillir les sinistrés ont été repérés depuis plusieurs semaines, mais ces derniers résident toujours dans les écoles, chose qui n'est pas sans conséquence sur la rentrée scolaire prévue dans un premier temps pour le 15 septembre, puis reportée au 1er octobre. Dans un communiqué en date du 21 septembre 2020, le ministre porte-parole du gouvernement Zakaria Abdourahmane annonçait le report à nouveau de la rentrée scolaire initialement prévue pour le 1er octobre au 15 octobre sur toute l'étendue du territoire national en raison des inondations qui ont occasionné un nombre important de sinistrés et de leur recasement dans les différents établissements d'enseignement du pays et en vue de parachever
le processus de leur relogement sur les différents sites. Ce report aura sans nul doute un impact sur l'année académique qui, à cause déjà du Covid-19, n'a pas pu démarrer en septembre. Et avec l'occupation des classes, on risque d'atteindre le mois de novembre avant la reprise des cours. Une situation qui ne laisse pas indifférente l'association des parents d'élèves et acteurs de la société civile, car la campagne électorale en vue des élections générales de 2020-2021 au Niger débute aussi au mois de novembre 2020. Au Burkina Faso, plus d'un demi-million d'enfants souffrent de la malnutrition aiguë. Les facteurs déterminant la malnutrition et des carences en micronutriments sont essentiellement liés aux mauvaises pratiques d'allaitement et d'alimentation de compléments. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Dès que l'enfant a 6 mois, il faut commencer la diversification alimentaire. Et ça, c'est un problème pour certains parents parce qu'ils ne savent pas quoi donner, ils ne savent pas comment donner, ils ne savent pas à quelle fréquence donner. Donc, deux fois, d'autres vont venir et puis ils te diront « Non, moi, mon enfant ne veut pas manger ». Alors que c'est juste parce qu'ils ont eu la mauvaise alternative. Ils n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment. Des fois, il y a des mamans qui sont surpris. Ils disent que non, et pourtant, il mange, je lui donne tout, je lui donne ci, je lui donne ça. Ils ne comprennent pas. Quand tu dis l'enfant est malnutri, elle dit non, son enfant n'est pas malnutri. Alors que son enfant est malnutri. Donc, des fois, c'est... Parce que les gens, ils voient ça comme maladie des pauvres, alors que deux fois, ce n'est pas juste la pauvreté qui amène ça. Souvent, la précarité des soins apportés aux enfants provoque la persistance des maladies parasitaires et infectieuses. Pour venir à bout à la malnutrition aiguë sévère, l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou propose des alternatives et des solutions pour pallier à cela. Ici, pour pallier et venir en aide à ces enfants, nous avons le CREN qui accueille tous les enfants. Et nous faisons le dépistage depuis la consultation du nourrisson jusqu'à dépister si l'enfant commence une malnutrition modérée ou aiguë. Si c'est malnutrition aiguë sévère avec complications, nous passons à l'hospitalisation. Il y a la partie prise en charge au niveau de l'hospitalisation pour ces enfants-là. Mais après aussi, quand ils finissent l'hospitalisation, ils reviennent ici pour le suivi jusqu'à ce que l'enfant sorte de la malnutrition. Au sorti de la malnutrition, ces enfants sont soumis à des pesées mensuelles. Ces mamans qui essayent de se cultiver par rapport à l'alimentation de leurs enfants mettent en pratique des conseils nutritionnels pour la diversification alimentaire. Aujourd'hui, elles gardent le sourire. Avant, quand je venais, l'enfant n'avait pas de poids. Son poids était faible et puis moi-même j'étais découragée. Donc à travers les conseils là, j'ai mis en pratique les conseils et en tout cas ça va, il y a une amélioration. Son poids était faible à la naissance, mais depuis que je suis arrivée ici là, à travers les conseils là, en tout cas ça va, moi je suis contente aujourd'hui. Nous montrons aux mamans comment il faut préparer la nourriture, nous conseillons les mamans la prise en charge, comment l'enfant doit manger et puis nous préparons que la maman même, elle-même, elle apprenne à préparer la soupe, le yaourt et puis le repas de l'enfant. En plus des protéines et des céréales, les enfants ont aussi besoin des fruits pour les vitamines et les sels minéraux. La reprise des cours pour la rentrée scolaire 2020-2021 a été lancée officiellement par les autorités en charge de l'éducation nationale le 1er octobre dernier. Cependant, au niveau de la capitale, cette reprise n'est pas effective dans certains établissements. Pour cause, les salles de classe sont occupées par les sinistrés des inondations qu'a connues la ville de N'Djamena en août et septembre dernier, comme c'est le cas ici au lycée d'Amtoukoui, dans le 7e arrondissement, où ces familles qui ont presque tout perdu ne savent à quel sein se vouer. Les maisons sont écroulées. Les toits des maisons sont pillés, même les enfants sont malades. Nous sommes là comme ça, et maintenant c'est le moment où les élèves vont rentrer à l'école. Comment on va faire? Le maire n'a même pas osé de venir nous voir. Vous êtes chiens, vous êtes des chèvres ou bien des moutons, personne n'est venu nous voir. Il n'y a pas la volonté, on n'a pas les moyens. Pour les responsables de l'établissement, cette situation impacte négativement sur le programme établi par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Nous demandons aux autorités
de faire de leur mieux pour leur trouver un logement. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour ramener ces enfants, ne serait-ce que pour 1 mois, 2 mois dans les après-midi pour rattraper ces heures perdues. Sinon, ça serait très difficile pour nous d'avoir un bon résultat aux examens. Dans le 9e arrondissement, les autorités communales ont pu aménager un espace pour loger ceux-ci et libérer les salles de classe avec le concours du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale et les organisations des Nations Unies. Nous sommes aujourd'hui sur le site du Tradex qui a été aménagé par le gouvernement avec l'appui de partenaires et on a pu sortir tous nos compatriotes qui étaient dans le lycée de Walia pour revenir, pour les installer ici dans le site. Nous continuons par travailler avec eux, d'où l'objet de notre descente ce matin sur le terrain. Certes, c'est un pas important dans le processus de la prise en charge de ces victimes des inondations. Le gros problème se pose au niveau de l'éducation de leurs progénitures qui n'ont pas une structure d'accueil au sein du camp. Ce journal des correspondants se poursuit avec la séquence politique sur le continent, direction la Centrafrique et le Gabon. Le Gabon vient de se doter d'un document sur la stratégie de réduction des inégalités hommes-femmes en République gabonaise, élaboré par 2 cabinets d'expertise avec le concours de la société civile sous l'impulsion de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba. Ce rapport ouvre une nouvelle ère de l'histoire sociale du Gabon. Aussi, c'est avec la plus grande conviction que j'interviens à cette tribune en tant que femme gabonaise et première dame, pour soutenir ces engagements qui me tiennent tant à cœur. Nous avons souhaité mettre en lumière des données inédites et des témoignages édifiants. Le rapport, remis ce jour au chef de l'État, contient 33 propositions concrètes et opératoires pour la réduction des inégalités hommes-femmes au Gabon, démarche qui conforte la volonté d'Ali Bongo Ondimba, qui a décrété 2015-2025, décennie de la femme gabonaise, pour une meilleure valorisation du rôle de la femme. Si beaucoup a été fait en 5 ans en matière de promotion du droit des femmes, d'égalité entre les hommes et les femmes, beaucoup reste encore à faire. Ce rapport, je vous le dis d'emblée, est remarquable par son exhaustivité, par sa pertinence, par son caractère constructif et par les solutions qu'il dégage. Mesdames et messieurs, la femme est l'avenir de l'homme, comme disait le célèbre poète. Je vous remercie. Voilà qui vient réécrire l'avenir de l'égalité des genres au Gabon. L'hémicycle de l'Assemblée nationale à Bangui a servi de cadre aux travaux d'interpellation par les députés du Premier ministre avec l'ensemble de son gouvernement sur certaines questions qui préoccupent la société centrafricaine à l'approche des élections du 27 décembre 2020. Notamment celles liées à la sécurisation intégrée de ces élections. Concrètement, comment cela va-t-il être mis en œuvre? Le plan de sécurisation des élections est un document que nous avons qualifié d'intégré puisqu'il a été conçu par le gouvernement, la MINUSCA, l'UTM, le ministère de la Défense nationale. Donc il y a plusieurs entités qui ont conçu ce plan de sécurisation. Dans ce plan de sécurisation, nous avons prévu d'assurer la sécurité des agents de l'ANE qui vont travailler sur le terrain, également la sécurité de tous les candidats aux élections présidentielles et législatives, de manière à ce que le moment venu, leur déploiement sur le terrain ne puisse pas poser de problème. L'autre question préoccupante et non des moindres, c'est la publication des listes électorales par l'autorité nationale des élections qui tarde à venir. Pourquoi ce retard? Et cette publication aura-t-elle lieu à temps après la rallonge des délais légaux acceptés par les députés? Permettez-moi de profiter de cette occasion pour adresser les félicitations du gouvernement à tous les honorables députés qui,
de manière responsable, se sont levés comme un seul homme lors de la récente session extraordinaire du Parlement pour accorder un délai supplémentaire à l'autorité nationale des élections afin de lui permettre de finaliser les opérations d'enrôlement des électeurs dans certaines zones, notamment la diaspora et le nord-ouest de notre pays, où, pour des raisons que vous connaissez tous, quelques centres d'enregistrement n'ont pu achever leur activité. Finalement, quelques heures après cette interpellation, la Cour constitutionnelle a validé le chronogramme révisé des élections qui va permettre à l'ANE de se rattraper. Chronogramme révisé soumise pour appréciation par l'Assemblée nationale bien avant sa promulgation par le chef de l'État, Touadéra. Un grand pas en avant dans le cadre du processus électoral en cours en République centrafricaine. Politique, société, économie, le triptyque de ce journal des correspondants, direction le Cameroun où l'État a injecté 1,5 milliard de francs CFA pour venir en aide aux PME en difficulté face à la Covid-19. Dans cette filiale spécialisée dans la vente et la transformation du maïs, les activités reprennent progressivement après 6 mois de perturbations. C'est la chapelure qu'elle est en train de conditionner. Les employés sont à pied d'œuvre pour tenter de compenser 40% des bénéfices perdus depuis le début de la pandémie de Covid-19. 17 employés de la production étaient en congé technique. Certains viennent juste de rentrer. Nous étions obligés de faire une rotation. Il y avait des groupes de lundi et qui revenaient mercredi et ceux de mardi qui revenaient plutôt jeudi. Pendant ce temps, nos traites bancaires n'ont pas subi ni de report, et c'est ça qui est le plus choquant. Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, la société a dû se réinventer. Je ne fais pas partie de ceux qui sont fatalistes ou alors qui attendent la fin de la pandémie. Pour moi, il faut vivre avec et plutôt s'adapter et innover. L'une de nos innovations, c'est que nous avons créé de nouveaux produits. C'est pendant la pandémie que nous avons créé le chocolat parce qu'il fallait ouvrir d'autres brèches. En dehors des industries agroalimentaires, d'autres filières de l'économie sociale et de l'artisanat vont bénéficier d'un appui global de plus d'1 milliard de francs CFA. Le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat s'est vu doté d'une enveloppe de 2 milliards. On devrait produire des gels hydroalcooliques et des masques de protection à hauteur de 500 millions. Et parallèlement, en faveur des entrepreneurs et des entreprises sinistrées, pour un montant d'1,5 milliard. Exister depuis 3 ans, être légal, faire partie d'une association professionnelle ou encore s'acquitter régulièrement des impôts sont autant de critères de sélection pour accéder à ce soutien du Fonds de solidarité nationale. Agissant donc en qualité de conseil du gouvernement pour la sélection des acteurs dont les dossiers sont transmis au ministère des Finances pour les engagements et la mise à disposition des ressources aux bénéficiaires. D'autres départements ministériels, dont l'agriculture, la pêche et l'élevage, le tourisme, ainsi que celui de la promotion de la femme et de la famille, ont également bénéficié des aides pour soutenir leurs différentes activités. Seulement, certains acteurs du secteur informel sont loin d'être éligibles et devront envisager d'autres alternatives pour alléger les pertes liées au coronavirus. C'est la fin de ce journal des correspondants. Merci à toute notre équipe de correspondants sans laquelle ce journal n'aurait pas été possible. Merci à Lucie Bellet qui l'a monté. Je vous remercie de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, évidemment, sur Télé Sud.